C'est bon. Alors, j'appelle ça l'arbre qui cache la forêt, hein. Je ne sais pas c'est quoi, si vous connaissez cette expression-là. C'est quand il y a un gros arbre, puis on regarde tellement, tellement le gros arbre qu'on ne voit pas toute la forêt qu'il y a derrière. Donc, je trouve que le syndrome des ovaires polykystiques, la façon qu'on l'aborde, c'est souvent comme une maladie purement hormonale et on ne voit pas que c'est vraiment un déséquilibre, en fait, simplement un déséquilibre qui vient des habitudes de vie et surtout de notre société post-industrielle, là, comme on peut l'appeler. Donc, dans cette présentation, c'est quoi prévalence, méthode de diagnostic actuelle, c'est quoi un petit peu un rappel du cycle régulier, puis c'est quoi un cycle avec le syndrome des ovaires polykystiques. Après ça, je vais vraiment vous présenter le tissage, parce que c'est vraiment une tapisserie hein, des facteurs qui vont faire en sorte de créer cet état-là. Je vais passer un tout petit peu sur les comorbidités parce que je sais j'ai eu différentes questions par rapport à ça et comment on veut travailler quand on a le syndrome des ovaires polykystiques, que ce soit pour nous-mêmes ou que ce soit pour nos clientes, celles qui sont thérapeutes parmi nous. Donc, alimentation, hygiène de vie, plantes médicinales, puis ben, la bibliographie, je ne passerai pas de temps là-dessus, c'est juste que je voulais vous montrer un petit peu l'étendue des recherches, l'étendue non exhaustive des recherches que j'ai utilisées. Je vous le dis d'avance, le PowerPoint, j'aimerais mieux ne pas l'envoyer à tout le monde nécessairement qui sont inscrits. J'aimerais bien, si vous le souhaitez, que vous m'écriviez un petit mot personnel, puis de là, je vais vous l'envoyer aux personnes qui me le demandent. Voilà. Donc, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une expression d'un déséquilibre hormonal qui prend sa source à plusieurs niveaux. Ce syndrome-là, que je vais expliquer, il peut avoir une répercussion au niveau endocrinien, gynécologique, bien sûr, mais aussi cardiovasculaire, nerveux, puis c'est une des causes de l'infertilité féminine. On sait qu'il y a de plus en plus d'infertilité dans notre monde. Le syndrome des ovaires polykystiques non traité peut se transformer en syndrome métabolique, en diabète de type 2, en cholestérol, en infertilité chronique, en haute pression, en troubles anxieux et même en dépression. Donc, c'est vraiment pas à la fois, comment dire, il faut pas, je trouve qu'on a tendance à trop le voir comme une pathologie hormonale puis rien d'autre, autant dans la vision que dans le traitement, mais autant il ne faut pas non plus réduire son importance, puis il faut vraiment, comment dire, ouvrir à cette alarme qui cogne, à cette personne qui cogne pour nous dire qu'il y a quelque chose, qui a un déséquilibre dans notre façon de vivre ou dans notre façon de manger, peu importe. Alors, la prévalence, c'est de 5 à 30 des femmes selon les PMI, mais honnêtement, là, je pense que c'est plus que ça. Ça, c'est les femmes qui sont diagnostiquées, tout comme certaines autres pathologies comme l'endométriose. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans avant d'avoir un diagnostic. Donc, ça va sûrement se changer dans les prochaines années, la prévalence, pas parce que ça augmente. Oui, peut-être parce que ça augmente, mais aussi parce que le diagnostic va être de plus en plus affiné ou je ne sais pas. Bref, c'est le dérèglement le plus répandu en santé des femmes chez les femmes non ménopausées. En Amérique du Nord, il y a de 5 à 10 des femmes qui vivent avec ça et en Europe, de 15 à 30 le risque de développer le diabète de type 2 est jusqu'à 7 fois plus élevé. 7 fois, c'est pas rien, là. Chez les femmes qui ont cette condition que dans la population normale, il y a souvent une association entre le syndrome des ovaires polykystiques et l'endométriose. Et oui, dans une étude, mais il y en a plusieurs, mais dans une étude, il y a 75 des femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques qui avaient de l'endométriose. Puis, il y a 85 à 90 c'est vraiment beaucoup, des femmes qui ont de l'oligoménorrhée. Oligoménorrhée, c'est un terme pas très joli pour dire menstruation irrégulière, irrégulière, souvent manquante, mais un petit peu n'importe comment. Puis 30 à 40 des femmes qui ont de l'aménorrhée, l'aménorrhée, c'est un terme pour dire pas de menstruation, ont le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, ça non plus, c'est pas rien. Est-ce que je vais trop vite? Je ne vois plus rien. Je vous ai comme enlevé les. En tout cas, j'imagine que non. C'est parfait. Oui, OK, go. merci. Fait que dans le fond, ce qu'il faut savoir par rapport aux méthodes de diagnostic, c'est que les critères ont changé puis évoluent tout le temps. Peu importe, là, il y a les critères de Rotterdam, les critères de NIH. Les critères sont inégaux dans le monde entier pour
voir si pour déterminer si la personne a le SOPK ou pas. En ce moment, c'est souvent les critères de Rotterdam qui sont les plus utilisés. Donc, ça veut dire quoi? Comme quand vous allez chez le médecin, mettons, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il peut dire que vous avez le syndrome des ovaires polykystiques? Bien, ça veut dire que vous avez de l'oligo ou de l'anovulation. Ça veut dire quoi ça? C'est des ovulations irrégulières ou pas d'ovulation pantoute. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire des cycles irréguliers. Fait que si vous avez des cycles irréguliers, c'est euh, un des signes, des critères. Le deuxième critère, c'est de l'hyperandrogénie clinique ou des signes chimiques. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire trop d'hormones androgènes, trop d'hormones masculines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la pilosité anormale, moustache, on va le voir plus tard, mais c'est dû à une diminution de la progestérone et ou à une augmentation du stress et ou à la glycémie et ou perturbateurs endocriniens et ou système digestif. Tout ça peut être la cause des hormones androgènes. Il peut y avoir des kystes aux follicules et aux ovaires, comme on a vu, mais pas nécessairement. Puis, il y a souvent un syndrome métabolique ou de l'insulinorésistance et tout le cycle vicieux qui s'ensuit. Donc, vous allez me demander que si ça mange en hiver, le syndrome métabolique et l'insulinorésistance, alors je vais vous expliquer au mieux de mes connaissances. Je vous avoue que je ne sais pas pourquoi, avec l'insuline, le pancréas, je ne sais pas si c'est parce que je suis concernée puis que je fais en tout cas, comment on appelle ça, là, que j'ai un brouillard, là, puis que je ne vois pas bien, mais il faut toujours que je me remette à réfléchir puis à comprendre parce que on dirait que ça ne rentre pas bien dans mon cerveau. Fait que je vais essayer de vous l'expliquer au mieux de ma compréhension. Bref, ce qui est important et que j'aimerais que vous reteniez le plus dans toute cette conférence, c'est le SOPK n'est pas une cause, c'est une conséquence. C'est une conséquence, ce n'est pas une cause. Donc, quand on a ça, il faut comprendre ce qui a permis au déséquilibre de s'installer. Il faut essayer de comprendre dans tout ce que je vais vous dire, quels sont les facteurs qui ont permis à cette maladie de s'installer. Ben, ce n'est pas une maladie, en fait, c'est un syndrome, justement, c'est un déséquilibre de s'installer. Puis même chose si vous êtes thérapeute ou peu importe, là, pour votre ami, votre fille, peu importe, il faut comprendre le whole picture, la grande image. Il faut tenter de voir ce qui se cache derrière, puis évidemment prendre cette opportunité pour retrouver l'équilibre. Parce que, comme je dis à mes clientes, on est toutes à quelque part concernées. Parce que c'est le déséquilibre de notre monde moderne, le syndrome des ovaires polykystiques. C'est le résultat d'une alimentation industrielle, du stress et des perturbateurs endocriniens. Tout ça appartient au monde moderne. C'est un déséquilibre qui appartient, ben là, je viens de le dire, au monde moderne. Puis, comme je dis souvent à mes clients, on est toutes, il y a comme une échelle, s'il y a une échelle ou un escalier, on est toutes potentiellement, évidemment, on n'est pas toutes, on n'a pas tout ça, là, mais on peut potentiellement un jour se retrouver à quelque part sur l'escalier. Puis, une femme qui vient me voir, puis qui a des petites choses, puis qu'elle n'a pas de diagnostic, évidemment, on n'a pas le droit en tant qu'herboriste de faire des diagnostics, mais c'est sûr que ça donne des petites lumières pour dire va donc investiguer d'un coup que tu serais à quelque part sur l'échelle du syndrome des ovaires polykystiques, va donc prendre des mesures de tes hormones androgènes, de tes estrogènes, de ta glycémie, etc. Envoie de la LH, stimule l'hypophyse, puis l'hypophyse envoie de la LH, envoie de la LH, envoie de la LH. Mais là, trop de LH, puis pas assez de FSH, qui est l'hormone des follicules du début de cycle, ça fait qu'il n'y a pas d'ovulation parce que dès le début du cycle, vous vous rappelez, le LH, elle vient proche de l'ovulation, mais là, dès le début du cycle, ça envoie de la LH pour rien, pour rien, pour rien. Fait que là, tout le monde est débalancé. Puis trop de LH, ben, ça fait plus d'hormones d'androgène et plus d'estrogène. Ça, c'est un problème. Et donc, trop d'estrogène et pas d'ovulation, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de progestérone parce qu'on se rappelle que pour qu'il y ait la progestérone, il faut qu'il y ait une ovulation. Hein? Puis là, il n'y a pas d'ovulation. Fait que ça fait juste des ovules qui maturent, qui maturent, qui maturent, qui maturent, mais qui n'arrivent pas à ovuler, donc ils n'arrivent pas à perdre leur cap, donc leur cap n'arrive pas à fabriquer la progestérone. Et donc, ça continue parce que là, l'hypophyse, elle envoie de la LH, elle envoie de la LH. Ça continue longtemps, 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 jusqu'à ce qu'à un moment donné, il arrive soit une menstruation ou il n'en arrive pas du tout. Puis tout ça, c'est un cercle vicieux de cycle irrégulier. Donc,
finalement, la communication, elle est débalancée. Donc, vous voyez, c'est une histoire de communication. Puis, quand la communication est débalancée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre soin, il faut soutenir, il faut aller voir qu'est-ce qui a amené à avoir une mauvaise communication. C'est quoi les facteurs qui ont été mis en place pour que la communication se passe mal? Ça, c'est nouveau, là, c'est live que je viens de penser à ça. OK, donc, tissage de facteurs. C'est vraiment un tissage de facteurs, le syndrome des ovaires polykystiques. Première chose, comme je vous disais, je respire. Bon, première chose, c'est le syndrome métabolique ou l'insulinorésistance, OK? Donc, pour que... Attends, je reviens à ça, OK? Pour que, quand on prend du sucre, pour qu'il puisse rentrer dans la cellule, on a besoin de l'insuline. Alors, vous voyez l'insuline ici qui fait rentrer le glucose. J'adore ce dessin. Qui fait rentrer, qui a la clé de la serrure pour que le glucose puisse rentrer dans la cellule. Et donc, une fois rentré dans la cellule, ben là, ça nous donne de l'énergie, notre système nerveux est plus heureux, etc. Mais là, ce qui arrive, c'est que... Ah ben en fait, j'aurais dû mettre l'autre diapo avant. Ce qui arrive, c'est que quand on a de l'insulinorésistance, ben la porte se ferme, les récepteurs à insuline, ils sont fatigués, ils ne reconnaissent plus l'insuline, ils sont insensibles à l'insuline. Et là, ils ferment la porte. C'est comme si, tu sais, Pierre et le loup, l'histoire de Pierre et le loup. Quand j'étais petite, moi, il y avait un conte avec un disque vinyle que j'entendais avec une musique classique en arrière, puis ça m'a vraiment marqué. C'est l'histoire de Pierre et le loup. Donc, c'est Pierre qui crie au loup tout le temps, qui crie toujours à la panique, ah, au loup, puis c'est tout le temps une blague ou c'est pas vrai, là, je me rappelle plus, mais en tout cas, c'est pas vrai. Puis le jour où il y a un vrai loup, ben là, finalement, plus personne ne vient. Mais c'est un peu ça, on est toujours en train de manger du sucre, du sucre, du sucre. Il n'y a pas juste ça, il y a le stress aussi, on va y venir. Mais en tout cas, une des choses, c'est les gens qui mangent du sucre. Puis même, ça peut être du sucre raffiné, mais ça peut être aussi juste manger beaucoup de glucides. C'est pas juste le sucre raffiné qui fait ça. Simplement une alimentation qui a beaucoup de glucides. Ben, à un certain moment donné, les récepteurs à insuline deviennent insensibles à l'insuline, donc ils ferment la porte. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, le sucre, le glucose, se retrouve dans le sang. Et là, il fait du grabuge. Quand il y a plus d'insuline dans le sang, il y a aussi plus d'hormones androgènes et vice-versa. Les deux s'influencent. L'insuline participe à la production d'hormones androgènes. Dans le syndrome des ovaires polykystiques, on a observé dans quelques études, une corrélation entre les taux d'insuline et les taux d'hormones androgènes en circulation. Puis dans certaines études, quand on baisse les taux d'insuline, ben, ça correspond à une amélioration de l'hyperandrogénie. Puis, vu que l'hyperandrogénie semble participer aussi à l'insulinorésistance, c'est un cercle vicieux. Quand on a le syndrome métabolique ou de l'insulinorésistance, on peut avoir du surpoids, pas toujours par contre, mais ça peut arriver. Tu sais, le surpoids, c'est souvent le gras abdominal, là, la petite bedaine, là, c'est ça, la petite bedaine, là, puis aussi dans les cuisses, là, mais surtout le gras abdominal, ça peut être un problème d'insulinorésistance. On a de la LH élevée, hein, parce que comme je vous ai expliqué, avec l'histoire d'envoyer de la LH, on a des cycles anovulatoires, on a une insuline élevée lors du syndrome métabolique. Puis dans le fond, quand l'insuline se retrouve dans le sang, ben c'est ça, comme je disais, ça fait du gras, il y a une plus haute glycémie, il y a plus d'hormones androgènes, ça crée du stress aux cellules. Puis évidemment, le pancréas, lui, il ne comprend pas ce qui se passe, fait qu'il continue. Il continue d'envoyer de l'insuline parce qu'il veut que le sucre rentre dans les cellules. Puis à un moment donné, le pancréas, ben, il devient épuisé. Et c'est ça qui crée finalement un diabète de type 2. Donc, vous voyez toute l'importance de prendre soin de cet aspect-là. Après ça, il y a aussi les hormones androgènes. Hein, j'ai mis un beau. J'arrivais pas à trouver une image qui était. J'ai trouvé cette image-là, je la trouvais rigolote. Donc, les hormones androgènes, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est quoi? C'est plus de pilosité, de l'hirsutisme, hein, des poils là où on n'en veut pas, de l'alopécie, la perte de cheveux là où on n'en veut pas,
L'augmentation de la LH fait des hormones androgènes, une mauvaise conversion des hormones, diminution de la progestérone, parce que ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure dans le cycle, c'est que l'histoire de l'estrogène et des estrogènes, mais en tout cas de l'estrogène et de la progestérone, c'est une histoire d'équilibre. Puis quand il y a plus d'estrogène, puis qu'il y a moins de progestérone, ça empire les choses. Il faut vraiment que les deux soient équilibrés. Et donc, trop d'hormones androgènes et d'estrogènes peut faire en sorte de diminuer la progestérone. Sarah Maria, je Oui. me permets de te couper là parce qu'il y avait une question tantôt, peut-être tu peux répondre à ce moment-là. Il y a une personne qui disait, je pensais que la LH stimulait le corps jaune et donc la progestérone. Est-ce que tu peux préciser par rapport au LH? Oui, la LH peut stimuler le corps jaune et donc la progestérone, c'est tout à fait exact, sauf que pour ça, il faut qu'il y ait eu ovulation. S'il n'y a pas d'ovulation, parce que le corps jaune, c'est quoi? C'est le manteau, c'est la coquille de l'œuf. Quand il y a une ovulation, mettons que mon point est un ovaire, je ne sais pas si vous voyez ma petite image, mais il y a l'ovule qui sort de l'ovaire, OK? Mais quand l'ovule sort, il reste sa cape à l'intérieur. Et là, c'est sa cape qui se transforme en corps jaune. Donc, pour qu'il puisse y avoir une conversion, pour que la LH puisse transformer, ben en fait, elle ne transforme pas le corps jaune, mais elle fait en sorte que le corps jaune sécrète de la progestérone. Il faut qu'il y ait eu ovulation, puis là, il n'y a pas ovulation. J'espère que c'est clair. Merci beaucoup. C'est bon. Donc, augmentation du stress, on va le voir. Le stress augmente beaucoup les hormones androgènes. Ben oui. La glycémie, on l'a vu. Les perturbateurs endocriniens, hein, vous savez qu'il y a les femmes qui sortent de la pilule, qui ont pris la pilule des contraceptifs oraux ou le stérilet aux hormones pendant un petit bout, peuvent aussi souffrir d'une sorte de déséquilibre, syndrome des ovaires polykystiques. Donc, ça aussi, il faut voir ça. Mais il y a les perturbateurs endocriniens aussi qui sont partout, dont je vais vous parler dans un instant. Puis, une des causes qui est le plus avancé, qui est pas le plus avancé, mais qui est très avancé dans le domaine holistique et que je trouve très, très intéressante parce que je le vois dans ma clientèle, c'est la dysbiose, l'hyperperméabilité intestinale. Donc, j'y arrive dans un instant, mais hein, on revient toujours à la même chose, l'intestin, le stress, c'est les mêmes choses. Les perturbateurs endocriniens. Alors, je ne sais pas si vous savez c'est quoi les perturbateurs endocriniens. Je vais en parler un tout petit peu parce qu'évidemment, j'aime beaucoup parler de ça, même si je n'aime pas cette réalité-là, mais c'est quelque chose qui fait partie beaucoup de ma réflexion depuis le début de ma pratique. Les perturbateurs endocriniens, c'est des fausses hormones qui se retrouvent dans la nature, qui se retrouvent déjà dans tout ce qui est plastique, parce que le pétrole a la même molécule que l'estrogène, a une forme semblable, je veux dire, de molécule de l'estrogène, et les récepteurs à estrogène prennent ces molécules-là pour de l'estrogène. Ça peut être aussi les estrogènes qu'on met dans les cosmétiques, ça peut être les estrogènes qu'on donne à certains animaux pour les faire mûrir, en tout cas, grandir plus vite. C'est horrible ce que je viens de dire, mais c'est ça. Et ça se retrouve donc dans les bouteilles de plastique, ça se retrouve dans nos eaux, ça se retrouve dans beaucoup, beaucoup de choses. Et même les reçus contiennent du BPA, les nouveaux reçus là, qui ont une petite poudre dessus, bien ça contient du BPA. Et c'est toujours des doses infimes habituellement, mais ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule parce que notre foie n'est pas capable de bien métaboliser ça. Notre corps ne sait pas comment s'en débarrasser et ça finit par créer du grabuge. Et ce qu'on remarque depuis 10-15 ans, c'est que c'est souvent à la deuxième ou même troisième génération, encore plus, que les troubles endocriniens commencent à se dévoiler. Alors ça, c'est vraiment épeurant. Et donc, il y a une étude qui dit que les femmes dont la mère ou la grand-mère ont été exposées à plusieurs perturbateurs endocriniens ont plus de chances de développer le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, les xénoestrogènes, c'est-à-dire les fausses estrogènes, ou tout ce qui perturbe le complexe équilibre hormonal vont contribuer à une prédominance estrogénique, ça veut dire trop d'estrogènes, ou à une androgénisation. Donc, il faut vraiment, première affaire, là, quand on dit la loi de Rényalien, fait que c'est un nom compliqué pour dire qu'il y a une discussion toujours, encore une fois, une autre discussion entre la reine abeille, son adjointe administrative, et là, on ne parle plus des ovaires, on parle des surrénales. Donc, il ne faut pas oublier, bref, il ne faut pas oublier que les glandes, là,
sont toujours en train de se jaser. Avec la thyroïde aussi, là, toujours en train de se jaser. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre les choses séparément. C'est pour ça que ça ne marche pas de traiter un système, une affaire. Mais non, c'est une symphonie. C'est toujours une symphonie. Il faut agir partout en même temps. Il faut agir surtout globalement. Et donc, quand on a le syndrome des ovaires polykystiques, ça peut être un déséquilibre de l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien. Il y a vraiment un rapport avec le cortisol, avec la sécrétion de cortisol. Quand on a trop de stress, notre hypophyse va sécréter de l'ACTH, peu importe c'est quoi, puis ça va faire en sorte de sécréter plus de cortisol, OK? Ça va, ça va faire en sorte de sécréter plus de DHEA. Mais le cortisol aussi, c'est une autre histoire de surrénal, j'y reviens. Fait que, finalement, l'hypophyse, donc l'adjointe administrative, va stimuler la production de DHEA. Quand je vous parlais en réaction au stress, là, avec ce petit message-là, ACTH, elle va stimuler plus de DHEA. La DHEA, on l'a vu tout à l'heure, c'est une hormone androgène. Mais en fait, c'est quoi la DHEA? C'est une super hormone. C'est une hormone de jeunesse. C'est vraiment une hormone importante qui est aussi précurseur. On l'aime beaucoup. Le problème, c'est que dans le SOPK, elle peut être en trop grande présence. Puis, ce qui est spécial, puis ça, c'est un point que j'ai encore de la misère à bien comprendre, c'est que des fois aussi, un autre problème, c'est que quand on a du stress chronique, la DHEA va être trop basse. Fait que finalement, la DHEA, on l'aime équilibrée. C'est quoi le rapport entre trop basse et trop haute? Il me reste encore des choses à comprendre là-dessus. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la DHEA, dans les tests, elle est 2 fois plus élevée chez les femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques et il y a une enzyme qui va transformer la DHEA en hormone androgène, en testostérone en fait, puis en androsténédione. Et donc, il faut faire attention à l'excès de DHEA. Puis il y a même des femmes qui se sont retrouvées parce que la DHEA est une hormone de jeunesse. À un moment donné, il y a des gens qui se sont mis à en prescrire, certains médecins à en prescrire, et aux États-Unis par contre. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui se fait ici. Puis peut-être même je ne sais pas si c'est en vente libre là, aux États-Unis, peut-être même que dans la pratique naturopathique, c'est quelque chose qui se fait. Mais ça l'a créé aussi, ça peut aussi créer des problèmes d'androgénisation puis de syndrome des ovaires polykystiques. Donc, prenez pas de DHEA à part si c'est votre médecin puis tout est cool, là, mais sinon, faites attention à prendre de la DHEA. Il y a d'autres manières, finalement, d'arriver à retrouver la jeunesse et la libido, etc. Donc, le stress, c'est avec la glycémie. C'est vraiment un des plus gros enjeux, un des plus gros facteurs qui contribuent à la création, à monter sur l'échelle, sur l'escalier du syndrome des ovaires polykystiques, le stress. Puis mon dit, c'est dur le stress. On en a, c'est vraiment difficile dans notre monde. Puis en plus, avec la situation actuelle, c'est vraiment difficile de travailler là-dessus. Mais c'est primordial. Ça fait du désordre dans la sécrétion de LH. Il y a luteal phase defect. Ça crée des phases lutéales plus courtes. Comme tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la LH qui rush, mais ça peut être causé par le stress. Le stress, il va agir sur l'intestin, il va agir sur l'inflammation, il va agir sur la glande thyroïde. Donc, c'est vraiment un facteur à ne pas négliger jamais dans le syndrome des ovaires, jamais en général, mais dans le syndrome des ovaires polykystiques, c'est comme vraiment, quand je dis ça cogne à la porte, c'est vraiment une façon de dire allô, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour réduire ton stress. Puis c'est bien beau prendre des plantes, là. Tu sais, je vais vous en présenter quelques-unes, mais c'est vraiment mettre en place une façon de vivre qui réduit le stress. Puis c'est pas facile, je suis cordonnière mal chaussée. Je réussis peu à peu à mettre mes limites, mais c'est pas facile, mais c'est ça, mettre en place un système qui fait en sorte qu'on a juste moins de stress en général. La DHEA, bon, je vous en ai parlé. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on a vu, c'est que
Une autre affaire qui peut être intéressante pour vous, surtout les thérapeutes pour la compréhension, c'est qu'avec le stress chronique, dans les précurseurs des hormones, on a la prégnénolone, puis ce qu'on appelle le prégnénolonicité, c'est que dans le fond, tout est fait à partir de cholestérol. Hein? Nos hormones, ils sont faites à partir de cholestérol. Puis là, il y a toute une série de réactions qui va mener à la testostérone, les estrogènes et la progestérone ou le cortisol. Mais donc, les précurseurs, donc la matière, là, la pâte pour faire le pain, ben, ils peuvent aller dans différentes directions. Puis ils peuvent décider, selon les besoins, de prendre telle ou telle, d'aller vers telle direction, puis de fabriquer, de prendre la pâte pour fabriquer telle hormone. Quand il y a du stress, qu'est-ce qui arrive? Ben, on fait du cortisol. Parce que l'étranger dans le corps, donc ça fait un état inflammatoire chronique. Parce que là, le système immunitaire, il se mobilise. Il dit, c'est qui ce monde-là qui n'a pas rapport? Vite, vite, vite. Puis là, il est toujours en train d'avoir plein d'autres mondes par rapport qui arrivent dans le corps. Fait que là, ils sont toujours en train de se mobiliser. Fait que ça fait de l'inflammation chronique. Puis de l'inflammation chronique, ça augmente les taux d'insuline. Gardons ça. L'insuline et donc l'insulinorésistance, ça augmente les androgènes. Fait que ça aussi, c'est important d'avoir un intestin en santé, d'avoir un microbiote en santé. Puis ensuite, l'inflammation, j'en ai parlé. Ensuite, il y a la thyroïde dans l'équation qui est super importante dans notre cycle parce que la thyroïde, c'est quoi? C'est un peu comme une batterie d'énergie. Hein? Il y a souvent les surrénales, je les appelle comme batterie de char, batterie d'auto, de voiture. Mais la thyroïde aussi, c'est la thyroïde qui donne de l'énergie à notre métabolisme pour activer notre métabolisme. Et donc, quand on a une thyroïde qui est lente, ben, tout est moins efficace, donc l'insuline est moins efficace. Et ça aussi, ça peut contribuer à l'insulinorésistance. Donc, il faut aussi regarder du côté de la thyroïde. OK, j'arrête là juste pour voir si tout est compris sur le tissage de facteurs. Hein. On a parlé de ma mémoire, on a parlé des perturbateurs endocriniens, du travail du foie, du travail des intestins, du surplus de poids, du stress, du sommeil, la dysbiose, l'état inflammatoire chronique, la thyroïde, tout ça, c'est un ensemble de facteurs. Ça ne veut pas dire que vous êtes concerné par tous ces facteurs-là. Il pourrait y avoir hypothétiquement une personne qui est super, super zen, mais qui mange beaucoup, beaucoup de sucre, puis qui se met à développer de l'insulinorésistance. Par contre, l'insulinorésistance, à la longue, peut créer du stress. Donc, même si la personne est zen au début, ça se pourrait qu'elle devienne stressée juste parce qu'elle mange trop de sucreries. Et il pourrait y avoir quelqu'un, le contraire, il pourrait y avoir quelqu'un de super stressé qui finit par développer de l'insulinorésistance, mais qui n'est pas stressé à la base, qui ne mangeait pas de sucre au début. C'est ça l'affaire. Ça arrive souvent. Il y a des clientes qui me disent, mais oui, mais je mange bien, je ne mange pas de sucre, mais oui, mais regarde ton stress, ma cocotte. Ça, c'est vraiment important d'y penser. Je ne dis pas ma cocotte à mes clientes, c'est super maternaliste, oubliez ça. C'était, voilà, c'est sorti comme ça, mais je ne dis pas ça. Fait que voilà, donc il faut voir, puis peut-être qu'il y en a une qui a un intestin en super santé, il y a mais qu'il y a d'autres choses. Puis des fois, ben, c'est tout ça en même temps, puis c'est souvent tout ça en même temps. Juste un petit peu de tout ça peut créer le cocktail SOPK. Et donc, voilà. Et c'est pour ça que si vous travaillez, que ce soit avec un médecin, un naturopathe, une herboriste, essayez parfois, c'est difficile un peu pour nous de tout prendre en même temps dans une rencontre, tenir compte de tous ces facteurs-là. Fait que dites-lui, hey, il y a ça, là, je me demande mon intestin ou ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour travailler là-dessus? Parce que, voilà, c'est votre corps, vous avez un regard, vous savez comment est votre vie, donc soyez honnête avec vous-même et voyez qu'est-ce qui peut être en déséquilibre, là, bien sûr, si c'est votre cas, le syndrome des ovaires polykystiques, pour pouvoir travailler main dans la main avec la personne qui vous suit. Ben oui, c'est ça. Donc, je vous disais au début, infertilité, diabète de type 2, obésité, troubles cardiovasculaires, parce que si on a des troubles d'insulinorésistance, ça fait des problèmes cardiaques. Carence en vitamine D, on a vu aussi beaucoup en comorbidité chez les femmes qui ont le SOPK, cancer de l'endomètre, donc, mais aussi l'endométriose. Parce qu'évidemment, s'il y a une mauvaise gestion des estrogènes, s'il y a un microbiote débalancé,
aussi. Même, hein, j'ai découvert en regardant sur le l'estrobolome et tout ça, j'ai découvert qu'il y avait un utérobiote, c'est mon terme, là, j'ai pas vu de terme qui s'appelle utérobiote, mais qui avait possiblement un microbiote de l'utérus. Ben oui, j'avais jamais pensé à ça. Voilà, on évolue toujours. Et donc, ça aussi, ça peut peut-être jouer un rôle, là, on va le voir, mais il y a beaucoup de gens hein, dans le milieu de la santé intégrative qui suggèrent que l'endométriose, en fait, c'est une maladie auto-immune. Et donc, c'est sûr que s'il y a un microbiote dans l'utérus qui est débalancé, ça peut jouer avec ça. Même chose, syndrome métabolique, stress, dérangement hormonal, on l'a vu. Mauvaise circulation sanguine aussi, hyperandrogénie et hyperinsulinémie vont augmenter les niveaux d'estradiol. Ça aussi, ça peut mener à l'endométriose. Donc, il y a même des études qui en parlent du lien entre l'endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques. Mais là, je ne vous parlerai pas d'endométriose. Ce n'est pas le thème de ce webinaire, peut-être une autre fois. Donc, ça peut faire peur tout ça. Don't panique. C'est la routine habituelle. En tout cas, pour nous, les herboristes thérapeutes, on travaille quand même souvent de la même façon. Premièrement, enlever ce qui nuit. Hein? Je parlais des perturbateurs endocriniens. Il y a le sucre. Hein? Donc, on essaie d'avoir une alimentation à faible glycémie. On diminue l'inflammation, donc tout ce qui peut être inflammatoire, on peut faire des diètes d'élimination pour voir qu'est-ce qui peut causer de l'inflammation. Et là, on supporte, on soutient, on tonifie. Hein. Tonifier, ça ne veut pas dire stimuler, ça veut dire tonifier, ça veut dire aider les cellules à devenir plus toniques, plus vivantes, plus de vitalité. Et donc, on axe sur le système nerveux, on axe sur la digestion, on axe sur les glandes surrénales hein, avec les plantes adaptogènes. Si besoin, on va agir sur le système endocrinien avec les plantes hormonales, mais trop souvent, je trouve, et j'ai commencé comme ça aussi, les thérapeutes vont tout de suite donner des plantes qui agissent sur le système endocrinien. En fait, c'est correct de tout de suite donner des plantes, mais il faut accompagner ça de plein d'autres choses, dont l'alimentation, dont des plantes qui vont venir nourrir à différents niveaux. Puis évidemment, ben, faire les changements de vie, c'est nécessaire. Si on a trop de stress, il y a des choses qui, dans notre vie, je sais que c'est pas facile à faire, là, je sais que c'est facile à dire, pas facile à faire, mais quand on est rendu à un certain point sur l'échelle du syndrome des ovaires polykystiques, quand on veut tomber enceinte, on n'arrive pas, etc., ben, il faut des fois oser se remettre en question, puis faire les changements nécessaires. Puis je vous avoue que ça, c'est, comment dire, une de mes payes les plus signifiantes pour moi dans l'accompagnement des clientes. C'est sûr que c'est le fun là, de voir quand on voit qu'il y a moins de symptômes, c'est une joie, c'est une victoire, de voir, j'ai réussi à retrouver mon équilibre, j'ai plus de symptômes, etc. Mais de voir aussi la femme qui a retrouvé le plein pouvoir de sa vie, qui a quitté un emploi qu'elle n'aimait pas, qui a retrouvé un autre emploi ou qui a créé son emploi, qui a quitté une relation abusive, qui a fait des changements, qui a déménagé, qui est allé vraiment vers son idéal de vie, puis qui a augmenté sa qualité de vie, ça, c'est durable. Puis ça, je vous en parle, j'ai des frissons. Ça, pour moi, c'est la plus grosse paye. C'est de voir, c'est fou pareil, hein, les plantes. J'ai l'impression, moi, que les plantes, parce que je reste une sorcière, hein, malgré mon côté geek. Les plantes amènent la vie dans le corps, amènent plus de vie, amènent le corps, l'être, l'âme à retrouver son intelligence profonde. Donc, bref, je me suis éloignée, mais c'est ça, les changements de vie nécessaires. Donc, il faut travailler de façon holistique, diminuer le stress, rétablir une glycémie saine et travailler au métabolisme hormonal. Donc, éliminer les perturbateurs, soutenir le système digestif, donc soutenir le foie et les intestins, voir au gras abdominal aussi et diminuer l'inflammation. C'est vraiment 4 facteurs importants. Les quatre piliers. Alimentation, ben, éliminer le sucre ou le diminuer. Les édulcorants artificiels, ils nuisent à notre santé intestinale. Donc, quand on parle d'aspartame, on parle de sucralose, ces choses-là. Diminuer les glucides en général, augmenter les protéines et les bons gras. Après ça, il y a la diète paléo, méditerranéenne, cétogène pour certaines personnes, ça ne convient pas à tout le monde, il faut faire attention, c'est quand même intense cette diète-là, ça peut aussi créer du grabuge si on ne la fait pas correctement. Diète anti-inflammatoire aussi, super important. Il y a des gens qui pratiquent le jeûne intermittent.
Peu importe ce que vous décidez de faire, il faut que vous soyez accompagné si vous faites des gros changements, mais sinon, c'est ça, juste paléo, diète méditerranéenne, c'est très, c'est pas toujours facile d'y arriver, mais ça peut se faire. Puis il y a tellement de gens maintenant qui en parlent, puis il y a vraiment beaucoup de recettes faciles à trouver, etc. Faites attention si vous vous mettez sur la diète cétogène, par contre, de ne pas vous mettre à manger plein de bacon, puis de plein de fromage, comme beaucoup suggèrent, parce que ça, c'est super inflammatoire, puis c'est super dur pour le foie. Donc, tu sais, c'est pas mieux de changer un. Hein, comment on dit ça, changer? Il y a une expression québécoise qui dit changer 4,30 sous pour une pièce, c'est ça. Donc, faut aussi trouver des alternatives et des fois, ça peut devenir contraignant. Si vous mangez des produits laitiers, on a vu là, récemment cette histoire de caséine qui est inflammatoire, donc on essaie de trouver des produits laitiers A2 qui sont quand même moins inflammatoires que les produits qui ne sont pas A2. Manger des bonnes huiles, idéalement le matin, c'est important d'avoir un niveau d'huile important, intéressant pour fabriquer les estrogènes, mais aussi pour suppléer au manque de sucre. Aliments prébiotiques et probiotiques pour l'intestin, hein, des aliments qui contiennent de l'inuline, des plantes qui contiennent de l'inuline, les probiotiques en supplémentation, ça va diminuer les cravings de sucre, ça va diminuer l'inflammation intestinale, ça va repeupler, en tout cas, repeupler le microbiote, c'est pas tout le monde qui s'entend, mais du moins momentanément. Là, selon la thyroïde, parce que les brassicacées puis la thyroïde, ça peut faire un mauvais mélange, mais il est intéressant d'augmenter la prise de brassicacées parce que les brassicacées, c'est les brocolis, les choux, etc. Ils contiennent des composés sulfurés qui aident au bon métabolisme des estrogènes, qui aident à la détoxification des estrogènes. Donc ça, c'est vraiment comme toujours un classique dans les cas de dérangement hormonal. Phytoestrogènes, hein, toute cette histoire de prendre des bonnes estrogènes comme le lin et le soya. Et oui, le soya, ce n'est pas dangereux de prendre du soya dans une façon modérée. C'est parfois, par contre, allergène, c'est parfois inflammatoire, donc il faut faire attention pour certaines personnes. Et c'est toujours mieux de le prendre fermenté, mais les phytoestrogènes vont aider à gérer l'équilibre estrogénique et non le contraire. Donc, fenouil, fenugrec, cannelle, c'est des plantes, mais je vais quand même vous les mentionner. Mais ce qui est important en plantes médicinales, justement, puis cette question m'amène à vous le mentionner, il faut penser santé globale, comme d'habitude on fait avec, dans notre vision, dans notre paradigme, en tout cas américain, ou en tout cas québécois de l'herboristerie. C'est vraiment penser global. Et donc, ça veut dire que justement, c'est pas 1 plus 1 égale 2 ou 2 moins 1 égale 1. C'est 1 plus 1 égale 3, là, comme dans la métaphore. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas genre, oh, je manque d'estrogène, je vais prendre des plantes phytoestrogéniques. Oh, je manque de progestérone, je vais prendre des plantes progestéroniques. Non, c'est de soutenir le corps. Je vais le dire 50 millions de fois s'il faut soutenir le corps pour que de lui-même, ces processus se rétablissent et l'équilibre hormonal se fasse. Parfois, il y a urgence. Parfois, il faut agir maintenant. Et donc, là, de tout de suite prendre des plantes hormonales puis moi, souvent, les plantes qui m'arrivent, ben oui, chaque personne qui m'arrive, c'est comme une belle plante. Mais les femmes qui m'arrivent sont loin dans l'échelle. Donc, tout de suite, je vais peut-être leur donner des toniques hormonaux, mais pas au détriment des autres plantes. Je vais leur donner des adaptogènes, je vais leur donner des plantes toniques du foie, des nutritives, etc. Donc, il faut vraiment toujours penser global, même quand on agit en direct. Pour ça, je pense toujours, moi, à un livre qui nous a beaucoup marqué dans l'herboristerie québécoise, c'est Healing Wise de Susan Weed, une herboriste américaine. Puis elle parle vraiment de différentes visions, différentes façons de traiter. Puis on a tendance à traiter d'une façon héroïque. Donc, cette vision de il faut absolument donner quelque chose qui tout de suite va agir, mais qui n'est pas durable. Et donc, il faut vraiment traiter de wise way, de la façon sage, en prenant soin de tous ces systèmes. Donc, en prenant de l'ortie, évidemment, comme nutritive. J'ai mis la calendule parce que j'en ai pas parlé, mais la santé de la lymphe aussi, c'est important. S'il y a un problème d'ovaire polycystique. Moi, au début, je travaillais beaucoup comme ça quand les premiers cas. Je travaillais lymphe et hormones. Tu sais, évidemment, je travaillais avec adaptogènes et tout, mais
Là, je travaille moins comme ça parce que j'ai vu, voilà, j'ai compris tout ce que je vous ai expliqué, mais la lymphe, ça reste super important. Pour ça, la calendule, c'est une plante si merveilleuse et qui fait du bien à l'âme aussi. Le chardon-marie, hein, pour supporter le foie, le basilic sacré, qui est une plante super intéressante, donc que j'aurais pu vraiment vous parler aussi en profondeur parce que c'est une plante qui est un adaptogène. Donc, c'est quoi les plantes adaptogènes? J'arrête pas de dire ce mot-là. Les femmes qui ne savent pas de quoi je parle ou les hommes qui sont ici, pardonnez-moi, je ne vais pas faire de sexisme, c'est des plantes qui nous aident à nous adapter aux conditions, aux changements, quels qu'ils soient, hein, qu'ils soient physiologiques, environnementaux, hormonaux, machin, machin. Ils nous aident à nous adapter aux changements en modulant nos systèmes endocriniens et immunitaires principalement, mais ils peuvent aussi agir sur d'autres systèmes. La basilic sacrée, c'est une plante qui est adaptogène légère, une adaptogène qui va travailler particulièrement sur le système nerveux. Elle rend zen, hein, avec le temps. Et c'est une plante qui aussi régule la glycémie. Donc, pour ça, c'est une super plante pour le syndrome des ovaires polykystiques. On peut utiliser ses sommités fleuries, ses feuilles en tisane ou en teinture mère. Et ça va être vraiment une amie pour vous. Je vous avoue que ça m'arrive parfois que je travaille avec le basilic sacré, puis c'est vraiment pas ça qu'il faut. Au début, je travaillais beaucoup, beaucoup avec elle. Là, je travaille, je nuance plus parce que je vois que ça ne travaille pas de la même façon avec chaque personne, mais il y a vraiment des personnes pour qui le basilic sacré, c'est la plante qu'il leur faut. On voit ici de la rhodiola, c'est mon bébé rhodiola. À ce moment-là, il y avait peut-être 3 ans, peut-être. Et donc, la rhodiola, c'est une super adaptogène que j'aime beaucoup, beaucoup, qui va agir au niveau de l'énergie. Ce n'est pas une adaptogène habituellement qu'on donne pendant des méga longues périodes de temps. Quoique, moi, je ne m'en tiens pas juste aux 1 mois ou 2 mois. Là, je peux donner ça pour plusieurs mois. Et je l'aime beaucoup parce que ça peut arriver dans les femmes qui font de l'insulinorésistance et le syndrome des ovaires polykystiques qu'il y ait une espèce de brouillard mental puis de manque de concentration. Et donc, le rhodiola, pouf, rapidement, ça donne une clarté mentale, je trouve, et ça agit vite. Donc, ça donne espoir. Moi, j'aime quand même ça, même si je travaille en profondeur, j'aime ça qu'un mois après, la personne revienne et dise « OK, je vois qu'il y a quelque chose qui a changé, il y a ça. » Donc, mais c'est ça. C'est une adaptogène que je dirais qu'il faut qu'il soit supporté par d'autres adaptogènes qui travaillent à plus long terme. Mais je l'aime vraiment beaucoup. La rhodiola, la camomille qui peut être intéressante pour l'inflammation. Ça aussi, c'est ma camomille. En fait, c'est pas mal toutes mes plantes, sauf l'ortie, le basilic sacré, puis le stellaire. Bref, puis la rémania. Donc, c'est ça. La camomille, super anti-inflammatoire, elle va agir au niveau de la muqueuse de l'intestin. Elle est vulnéraire, elle peut aider la muqueuse de l'intestin à se réparer. Elle est calmante, évidemment, puis elle va aider les processus digestifs. Donc, la camomille, c'est une grande alliée. Si vous avez juste, s'il y en a par hasard ici, là, je ne veux pas dire ça, mais s'il y en avait parmi vous qui n'avaient goûté la camomille que dans un sachet au restaurant, eh bien, je vous dis, achetez de la vraie camomille de qualité, faites-vous une tisane, vous allez vraiment tomber sur le derrière. La camomille, c'est une plante qui goûte délicieux, qui est extraordinaire. Il ne faut juste pas trop en mettre si vous ne voulez pas l'amertume. Et voilà. Voilà, moi, je me rappelle quand j'ai vraiment commencé l'herboristerie, j'avais déjà bu de la camomille au restaurant et je n'aimais pas ça, la camomille. Puis je voulais rien savoir. Puis même pendant les premières années, là, je voulais rien savoir de la camomille. Puis un jour, il y a une herboriste qui m'a dit « Essaye ». Puis là, j'ai essayé. Puis, oh mon Dieu, depuis ce temps-là, je suis en amour avec elle. Voilà, camomille. Et la stellaire est une autre plante lymphatique, mais aussi nutritive, qui est très intéressante, puis qui est alcalinisante, qui, je trouve, aide dans les cas d'inflammation. C'est une plante qui pousse comme une mauvaise herbe, une adventice dans nos jardins, dans certains jardins qui sont assez gras. Donc,
N'hésitez pas à en manger en salade. Je l'aime beaucoup, beaucoup, cette plante. Et la Rehmannia préparée, pas du tout dans le même thème. C'est une plante, c'est une racine, en fait, qui est utilisée beaucoup en médecine traditionnelle chinoise et qui, dans certaines recherches, a eu des bons résultats sur l'adaptogène, qui a eu des très bons résultats dans la régulation, encore une fois, de la glycémie, du stress et la diminution des symptômes du syndrome des ovaires polykystiques. Donc, la Rehmannia, j'en parlerai pas en profondeur, mais c'est une plante à considérer si vous la connaissez déjà, ou bien à suggérer à votre thérapeute si elle utilise les plantes de la médecine traditionnelle chinoise. Après, il y a l'avoine. Donc, évidemment, j'ai fait des choix, comme je vous ai dit. J'ai choisi l'avoine. Pourquoi? Parce que c'est une extraordinaire nervin. Hein? Elle diminue le stress, elle améliore le sommeil, elle donne de l'énergie. Et que j'en ai plus, qu'il faut que je m'en commande. Voilà. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut m'envoyer un beau sachet d'avoine par la poste, s'il y a des herboristes là, qui veulent me faire plaisir, mon Dieu que je serais contente. Bref, voilà. Et donc, l'avoine fleurie, mais après, il y a aussi le grain d'avoine. Le grain d'avoine, ça contient des bêta-glucans, puis ça, c'est prouvé, dans certaines études, on voit que c'est super contre l'obésité et le syndrome métabolique. Ça diminue les hormones androgènes, ça diminue l'insulinorésistance, donc c'est extraordinaire. Donc là, vous allez me dire, oui, mais vous m'avez dit de prendre une diète faible en glucides, c'est vrai. S'il y a bien une céréale qu'on peut manger pendant cette diète faible en glucides, c'est l'avoine, parce que l'avoine assez avérée glycémio-régulatrice. Donc ça, c'est vraiment, de temps en temps, un bol de gruau, là, ça fait vraiment du bien. Assurez-vous d'avoir de l'avoine de bonne qualité, évidemment, bio. Et ça peut être vraiment une très bonne idée si vous souffrez de syndrome des ovaires polykystiques et de toute façon. Pissenlit. Donc, pissenlit, bon, celles qui me connaissent savent que j'adore le pissenlit. C'est une des 5 plantes les plus utilisées dans ma pratique. Pour plein de raisons, mais c'est un tonique digestif incroyable. Là. Vraiment, pour moi, c'est la reine des toniques digestifs. On peut utiliser ses feuilles et ses racines. Elle est amère déjà. Tout ce qui est amer stimule le foie. Elle est hépatique. Ça, on sait que ça stimule la bile et j'ai découvert aussi il y a quelques années, elle est hépatoprotectrice, donc elle aide aussi à régénérer les cellules du foie comme le curcuma, comme le chardon-marie. Donc, c'est vraiment une plante extraordinaire. Elle va même aider le foie à faire sa détoxification parce que ce n'est pas toutes les plantes hépatiques qui vont aider le foie à faire la détoxification complète. Mais elle, le foie passe par plusieurs phases de détox en résumé. Puis le pissenlit aide le foie à faire toute sa détox complète et aide les xénoestrogènes, donc les estrogènes étrangers, à s'en aller vers la sortie. Donc, c'est une des raisons principales pour laquelle je l'utilise dans ma pratique. Mais en plus, sa racine est pleine d'inuline. Et l'inuline, qu'est-ce que ça fait? Ça régule la glycémie et le cholestérol. Donc, on aime ça. Et ses feuilles sont super nutritives, sa racine aussi, plein de minéraux. Et donc, on peut la consommer au complet, même sa fleur, on pourrait la consommer au complet. Moi, j'aime bien quand on est capable de prendre toute la plante au complet. Là, en ce moment, pour certaines personnes, même pour celles qui sont en Europe, c'est un peu trop tard, je pense, mais pour nous il y a encore plein de neige. Là, c'est vraiment pas le temps du pissenlit, c'est le tussilage qui vient de commencer. Mais c'est le temps là, au printemps. Le printemps, l'automne, ça peut être le temps de cueillir les racines de pissenlit puis de manger les premières feuilles. C'est pas pour rien que, je dis souvent ça, c'est pas pour rien que nos grands-mères ou arrière-grand-mères, selon votre âge, faisaient des salades de pissenlit au printemps parce que c'est ça, c'est la sédentarité de l'hiver, etc., fait en sorte que notre foie est un peu plus au ralenti à cette période-ci de l'année. Hein, d'ailleurs, en médecine chinoise, c'est la saison du foie actuellement. Et donc, le pissenlit va venir aider à rétablir à redonner du tonus au foie finalement. Donc, pissenlit, une super plante, autant en teinture qu'en tisane, qu'en nourriture pour le syndrome des ovaires polykystiques. Sarah Maria, il y avait des demandes de précision. Donc, tout à l'heure, tu avais mentionné le nom d'une plante qui est une racine. Est-ce que tu peux redire le nom de la plante pour que la personne puisse le noter? Oui, c'est la Rehmannia. Rehmannia. Je vais te l'écrire. C'est Rehmania. Parfait. Et puis, on demandait quelle camomille, parce que tantôt tu montrais la... Oui,
Ben, ça, c'est la camomille allemande, donc en France, on appelle, je pense, la matricaire. Je ne sais pas. Mais pour nous, ce n'est pas ça la matricaire. Mais bref, ça, c'est la camomille allemande en Matricaria recutita. Donc, voilà, mais merci, ça c'est important parce que c'est pas n'importe quelle camomille. La grande camomille peut être aussi intéressante parce que des fois, il y a des migraines dues au foie dans le syndrome des ovaires polykystiques, mais on ne parle pas de ça. Puis nous, on n'utilise pas beaucoup dans l'herboristerie d'ici la camomille romaine. Donc, c'est vraiment Matricaria recutita, camomille allemande. Et puis, une dernière question, c'était décoction de paille pour l'avoine ou de grains? Donc là, c'était plus la décoction de paille. Fleurs. Décoction de fleurs, en fait, de paille. L'avoine fleurie, c'est ça. Oui, de l'avoine fleurie, oui. De sommité fleurie, mettons, de l'avoine. Mais tu sais, ça peut être avec de la paille. Si vous avez juste la paille, prenez la paille, mais ça vaut le coup de prendre les fleurs parce que c'est là qu'on voit le lait, justement, le lait qu'on voit quand on fait du gruau un peu. On le voit apparaître quand on fait une décoction, tu sais, la décoction devient un peu laiteuse, puis ce qu'on voit moins avec les pailles. Là. C'est bon? OK. C'est oui. La bardane, la bardane, une autre plante qui contient de l'inuline, donc régule la glycémie, le cholestérol. Dans quelques études, ça va diminuer le taux de glucose sanguin. C'est utilisé pour le diabète de type 2. C'est une altérative, donc elle nettoie le sang. Donc pour l'acné due au syndrome des ovaires polykystiques, c'est génial. C'est une super antioxydante. Elle est même utilisée dans les cas de cancer. C'est l'ingrédient principal de la recette ESSIAC qui a été longtemps cannelle ou un placebo pendant 8 semaines. Okay? Puis là, il y a des échantillons de sang qui ont été collectés au début de l'étude, puis à la fin, la cannelle a diminué la glycémie à jeun, l'insuline, l'évaluation du modèle homéostatique, peu importe, mais la résistance à l'insuline, le cholestérol total, etc. Donc, vraiment, une plante super prometteuse dans les ovaires polykystiques. Je suggère souvent dans mes décoctions aux femmes qui ont le SOPK ou dans l'alimentation, au point où il y a des clients qui se tannent de ce goût-là. Dans les tisanes aussi, ils ont comme, je ne suis plus capable de prendre la cannelle. OK, arrête. Mais ouais, c'est ça. Donc, ça peut être vraiment une plante à considérer. Après ça, là, on rentre dans les plantes plus hormonales qui sont typiquement utilisées dans le cas des ovaires polykystiques. Je ne pouvais pas ne pas vous les présenter, mais comme je dis, je commence par les autres. Bon, la pivoine blanche, c'est quand même une plante qui est assez douce, mais le gâtillier, c'est quand même une plante qui travaille direct, une plante avec beaucoup de feu. On voit la différence entre le feu du gâtillier puis la dilatation, l'ouverture de la pivoine. La pivoine, ce qui est intéressant, c'est qu'elle réduit la production de testostérone dans les ovaires. Okay? Puis combinée à la réglisse, on a vu qu'elle régule la production de DHEA. Elle va traiter l'aménorrhée, donc l'absence de menstruation, puis elle va diminuer l'hyperprolactinémie. Je ne vous en ai pas parlé, mais ça peut être une comorbidité dans le syndrome des ovaires polykystiques. L'hyperprolactinémie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a trop de prolactine. La prolactine, c'est une hormone quand on allaite. Et donc, on a de la galactorée, on a du lait dans les seins. Et donc, ça va réduire l'hyperprolactinémie, la pivoine blanche. En plus, elle a une action pour réduire l'aromatase, qui est une enzyme qui aide, comme je vous avais parlé, l'aromatisation, donc la métabolisation des estrogènes. Puis elle va réguler. C'est difficile de dire prends tout ça, puis fais-toi un mix, fais-toi une salade, là, puis mange ça. Ben non, la thérapeute, moi, j'encourage vraiment les femmes à l'auto-soin, okay, à l'auto-santé. Moi, je suis de celles qui croient qu'on est toutes autonomes, qu'on devrait pouvoir le faire. Par contre, il y a des moments dans la vie où on a besoin d'être soutenu par quelqu'un qui a l'expertise de faire du sens avec tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on lui dit dans notre bilan de santé et qui a l'expertise des plantes, puis qui est capable de voir quelle plante et quel dosage. Ça vaut vraiment le coup pour commencer, du moins, de faire un travail avec quelqu'un. Puis après ça, il n'y a rien qui empêche que vous voyez la personne vraiment moins souvent, comme je disais tout à l'heure. Mais oui, toutes les plantes peuvent se prendre ensemble. Peut-être pas en même temps, peut-être pas au même moment, c'est des phases, peut-être pas de la même façon. Il y en a qui vont être prises en décoction, il y en a qui vont être prises en teinture, il y en a qui vont être prises en infusion. Moi, j'ai tendance à, pour la plupart de mes clientes maintenant, les mettre sur des sirops, des décoctions. Donc, ça me permet de mettre plusieurs plantes ensemble, là, mettons de mettre 5 plantes, par exemple, majeures ou des plantes majeures avec des adjuvants, des plantes qui vont aider les autres plantes à agir, puis je vais mettre là-dedans des teintures. Fait que comme tout ça, ça fait une seule prise, puis là,
c'est 1 fois par jour ou 2 fois par jour. C'est quand même simple. Accompagné d'une tisane. Moi, je vais avoir tendance à donner des plantes, des nervins, des plantes qui aident le système nerveux, puis des plantes nutritives, donc qui nourrissent en profondeur dans les tisanes parce que c'est dans l'eau qu'on absorbe vraiment les propriétés nutritives beaucoup. Donc, ça va être un peu ma façon de travailler en tisane et en décoction, mais ça pourrait être aussi décoction, ça pourrait être capsule, ça pourrait être teinture selon votre façon de travailler. Mais ça, c'est ça. Si vous êtes atteinte de ça, ça vaut vraiment, vraiment le coup d'aller consulter quelqu'un qui est spécialiste là-dedans, ne serait-ce que pour faire une suggestion de soins, pour commencer, qui est adaptée. Puis voilà, vraiment une différence. Là. Fait que c'est vraiment au même moment le matin qu'on doit l'apprendre. Donc, je ne peux pas donner un cours de symptothermie. Je vous invite pour les Québécoises à aller voir Serena Québec, qui donne des cours de symptothermie. En Europe, il y a Symptotherme, puis vous pouvez donner d'autres sources si vous en avez. Mais donc, la symptothermie, c'est vraiment génial parce qu'effectivement, ça nous aide à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps puis à rétablir à quelque part la communication puis l'intelligence. Donc oui, super bon point. Merci beaucoup de le mentionner. Voilà. Et puis, bon, la dernière question, c'était par rapport à aller voir son site internet www.sarahmariaherboriste avec des tirets.com. Elle est autrice de la chronique santé des femmes dans le magazine Plantes médicinales, Tradition, Sciences et Santé, qui est le magazine de la Guilde. Et puis, elle est aussi co-autrice du livre Sagesse et pouvoir du cycle féminin. Elle donne des consultations, des formations donc en ligne, et puis elle a une maîtrise en études psychosociales, donc ça lui donne un bagage vraiment complémentaire à l'herboristerie, toujours à l'affût de nouvelles recherches pertinentes en art traditionnel de guérison. Donc, merci beaucoup. On rappelle